EISA, la plus prestigieuse école de qualité distinguée premier prix excellence de la qualité CEDEAO. Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licence et master accrédités CAMES. Nous pouvons avoir les mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr en surcoût quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'ISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.esatogo.com. EISA, le label des diplômes de qualité. Difficile de fermer définitivement la page du changement constitutionnel au Togo. Depuis plusieurs mois déjà, nous avons ce débat qui revient de façon récurrente, tout simplement parce que il y a encore, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de zones d'ombre, toujours dans l'esprit de l'opinion publique togolaise. Alors, il y a des questions qui reviennent, des questions banales, comme quoi, pourquoi depuis la démission du gouvernement d'Ogbé le 24 mai dernier, le Togo n'a toujours pas un nouveau gouvernement? Est-ce que le président Faure veut rester au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat en 2025, avant qu'on ne rentre définitivement ou bien pour de bon dans la 5e République? Finalement, dans quelle République sommes-nous? Il y a des mesures transitoires dont on parle ces derniers temps sur des plateformes, mais nous allons en parler ce soir avec Monsieur Malik Nathiamba, qui est un ancien secrétaire général du gouvernement, également le délégué national du mouvement de la jeunesse, des jeunes d'UNIR. Évidemment, nous ne manquerons pas d'aborder les questions liées à la jeunesse avec lui, à part les mesures transitoires qui tiennent beaucoup à cœur aux Togolais. Monsieur Malik, bonsoir. Bonsoir. Alors, vu que nous n'avons pas assez de temps, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Depuis l'adoption de la nouvelle constitution, le gouvernement d'Ogbé a démissionné. L'Assemblée a véritablement commencé ses travaux sous la 5e République. Mais nous avons le président de la République qui est là, apparemment, sous la 4e République. Finalement, on se demande, mais comment est-ce qu'on peut expliquer ce cafouillage-là? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à parler d'un sujet qui, comme vous l'avez dit, mérite effectivement de la pédagogie, de la mise en perspective pour que, ensemble avec nos compatriotes, nous puissions mieux nous approprier la marche vers la mise en place des différentes institutions de la 5e République. Alors, ce que vous avez dit en disant la 5e République est bien en cours, nous sommes en 5e République, et néanmoins des institutions qui avaient été mises en place dans le cadre de la précédente constitution restent valables. Et cela est prévu par la constitution de la 5e République. En effet, dans l'article 95 de cette constitution, il est dit que nous disposons, nous, quand je dis nous, ce n'est pas le gouvernement, le Togo dispose d'un délai, c'est-à-dire un temps maximum de 12 mois pour mettre en place l'ensemble des institutions qui sont prévues par la constitution de la 5e République. Alors, dans cet intervalle, qu'est-ce qui se passe? Dans cet intervalle, ce qui est prévu, c'est que les institutions qui existaient continuent à fonctionner et continuent à exercer leurs activités. Et donc, quand le président de la République exerce son activité aujourd'hui, il le fait parce que la Constitution de la 5e République le permet. Ce n'est pas parce qu'il est resté sous la 4e République. Je voudrais que cela soit clair. Il le fait parce que l'article 95 de la Constitution de la 5e République a prévu cela. Et comme on le sait, si jamais il y a un acte qui doit être pris, cet acte venant du président de la République aujourd'hui fera référence à la Constitution de la 5e République, notamment dans la partie des visas, il y aura vu la Constitution de la 5e République, parce que c'est cette Constitution-là qui prévoit que l'institution à la tête de laquelle il est, qui est la présidence de la République, continue à travailler sous le régime de la Constitution de 1992 modifiée. Et ça, c'est l'article 96 de la Constitution de la 5e République qui le prévoit. Donc, c'est bien logique et cohérent
ce qui est en train de se faire devant nous. Logique cohérent, l'article 95 de la nouvelle constitution qui prévoit à ce que le président, en tout cas les institutions restent en place jusqu'au démarrage. L'article 95 prévoit qu'il y a un délai de 12 mois pour l'installation des institutions. Oui. Et l'article 96, oui, quant à lui, indique que dans cet intervalle, oui, les institutions restent en place sous le régime de la constitution. C'est en cela justement que j'en viens. Oui. Je me dis, curieusement, les 12 mois coïncident avec la fin du mandat actuel de Faure Gnassingbé. Mais puis coïncidence, hasard du calendrier? Je pense que cela coïnciderait si nous considérons les 12 mois comme un temps minimal. Je pense que les 12 mois, c'est un temps maximum. Et donc, il faut que chacun fasse son meilleur effort pour que les choses soient faites idéalement avant que nous arrivions au terme de ces 12 mois. Les 12 mois, c'est un délai maximum. C'est-à-dire que on n'a pas dit il faut attendre 12 mois pour le faire. Okay. Il est prescrit que c'est un délai maximum de 12 mois. Quand vous avez un délai maximum d'une semaine pour faire quelque chose, je pense que vous vous empressez selon vos capacités pour le faire dans le temps dont vous avez besoin pour le faire. Ici, on a besoin de faire quoi? On a besoin essentiellement, le point central du dispositif, c'est la deuxième chambre. C'est-à-dire qu'on a l'Assemblée nationale qui est mise en place. L'Assemblée nationale il y a le Sénat, la deuxième chambre, le Sénat, qui doit être mise en place parce que la Constitution prévoit que le président de la République, de la Ve République, est élu par les deux chambres réunies en congrès. Effectivement, mais avant ça, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que déjà, on a Madame Dogbe qui se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a des ministres qui sont déjà là-bas. D'autres se retrouvent même dans le bureau de l'Assemblée nationale. Ce qui voudrait quelque part dire que ils ne reviendront certainement pas au gouvernement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le président va nommer un futur Premier ministre pour former un nouveau gouvernement dans le sens de la transition, ou bien ça va continuer comme ça? Le président conserve, selon la Constitution, ses pouvoirs et ses prérogatives, dont celui de nommer un gouvernement avec un chef à sa tête. Donc, il reviendra au président de nommer effectivement un Premier ministre, à lui de déterminer qui, dans son équipe, sera capable de conduire cette période-là. Et ce gouvernement aura une mission certainement centrale de parachever l'installation des institutions, mais également de poursuivre les actions qui ont été déjà engagées. Donc oui, un gouvernement sera mis en place et devra conduire la mise en place des institutions. Et d'ailleurs, heureusement que la Constitution elle-même, dans ses dispositions transitoires et finales, a prévu cela, a prévu que le gouvernement pourra prendre en Conseil des ministres des mesures qui relèvent du domaine de la loi pour pouvoir justement faciliter la mise en œuvre des institutions. Parce que en réalité, on se focalise sur les institutions de nature politique. C'est que c'est vrai, c'est les plus importantes peut-être, mais il y a d'autres institutions comme le Défenseur du citoyen, comme la Cour de cassation, comme le Conseil d'État, qui sont autant d'institutions importantes qui doivent être mises en œuvre dans la période qui s'ouvre devant nous. Et je pense que c'est une période qu'on peut qualifier de période de passage de passage de relais entre les institutions de la 4e et les institutions de la 5e, mais ce n'est pas véritablement une période qu'on qualifierait de transitoire, parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas une rupture dans l'ordre constitutionnel. On est dans la continuité du passage d'une constitution à une autre constitution. Justement, par rapport à ça, est-ce que le président Faure ne ferait-il pas mieux de faire tout simplement de démissionner, ou bien, nommer très rapidement, ou bien accélérer le process de la Chambre du Sénat, etc., et puis comme ça, on tourne pour de bon la page de la 4e République? Je pense que comme vous dites très rapidement, la désignation et l'élection des sénateurs, c'est quand même un processus qui est déjà lancé. Parce qu'ils sont élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux, les 2/3 du Sénat. Et comme nous l'avons vu à travers différents actes administratifs, le ministre de l'administration territoriale a déjà instruit les préfets pour qu'on établisse des listes électorales de ceux qui vont procéder à ce vote-là. Donc, on est dans le processus. Mais encore une fois, si il a été jugé pertinent par le législateur d'accorder un temps suffisant pour faire cela, je pense que ce n'est pas une question de précipitation. Et que dirait-on si le pouvoir exécutif actuel mettait la pression pour que les choses soient faites dans une certaine précipitation? Je pense que c'est un processus électoral d'élection des sénateurs qui va se faire conformément au test et qui va se faire dans les normes et dans les règles
qui doivent se faire. Et je pense que c'est totalement légitime. Et le moment venu, le Sénat va s'installer, fera le même process que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire session de droit, élection du bureau, et à partir du moment où les deux chambres seront installées, comme la Constitution elle-même le dit, la première élection du président de la République et la première désignation du président du Conseil interviendront dès lors que les deux chambres sont installées. Donc, dès lors que ça sera fait, croyez-moi, cela ira relativement rapidement. D'accord. J'en parlais déjà dans l'introduction. Je rappelais que vous êtes le délégué national de la jeunesse du NIR, MJU. Oui. Et à présent, je veux parler jeunesse avec vous. Je pense qu'il y a un courant de pensée populaire au Togo qui dit souvent qu'un jeune ne fait pas la politique. Il y en a qui vont un peu plus loin en disant qu'un jeune ne fait pas l'opposition. Je salue au passage Ali Tossa, qui est un fan de cette émission. Il en sait quelque chose. Alors, donc, quand un jeune ne fait pas l'opposition, résultat, ces derniers temps, on remarque quand même que bon nombre de jeunes à la quête du mieux-être se retrouvent dans les rangs du Parti uni. Est-ce que quand vous êtes en face de la jeunesse du NIR, est-ce que vous avez l'impression d'être en face des gens qui militent par conviction ou peut-être pas à la fin? Personnellement, j'ai en face de moi des personnes qui ont des convictions. Des personnes qui ont des convictions, qui croient en la vision du chef de l'État et qui sont capables d'articuler les principes de leur adhésion de la vision du chef de l'État. Il y en a de toutes les catégories. Ça, je dois le dire, il y en a de toutes les catégories. Il y a des jeunes agriculteurs, des jeunes de la société civile, des jeunes médecins, des jeunes de toutes les couches sociales avec qui nous avons des discussions. Faut pas croire que la jeunesse s'éteint parce que elle est dans un parti qui est un parti de gouvernement. Mais vous avez remarqué aussi qu'il y a un mouvement migratoire, des jeunes de plus en plus vers le camp, vers la mouvance présidentielle, je veux dire, unir. Non, c'est un mouvement que nous qualifions de mouvement d'adhésion, parce que nous, quand nous discutons avec ces jeunes-là, justement, leur argumentaire est sur les convictions, sur l'engagement. Pourquoi? Parce que il faut comprendre aujourd'hui que la dimension d'être attaché au développement de son pays, d'être attaché non pas, comme l'a écrit son Excellence Monsieur le Président de la République dans ses engagements aux élections 2020, la dimension de ne pas être prisonnier d'un passé, mais parce qu'on est jeune, parce qu'on a tout l'avenir devant soi, de se projeter vers l'avenir, en disant, OK, moi, j'ai la conviction que la dynamique qui est en place dans ce parti politique, qui d'ailleurs fait de la place aux jeunes, vous savez, quand les jeunes voient que moi j'ai l'honneur d'être responsable du MJU, mais il y en a un certain nombre, même dans le bureau national du MJU, qui aux élections municipales dernières ont été positionnés et qui ont été élus maires, le maire d'Agouenivé 1 ici, le maire d'Amoblo, mais il y en a pas assez. Il y en a, et aujourd'hui, on en a encore plus qui sont élus députés à l'Assemblée nationale. Bon, dans le bureau de l'Assemblée nationale, par exemple. Nous avons, dans le bureau de l'Assemblée, nous avons l'honorable Sokangbe, qui faisait d'ailleurs partie du bureau d'âge, qui est un des plus jeunes de l'Assemblée nationale, et qui était d'ailleurs le vice-président du groupe parlementaire uni au sortir de la précédente législature. Donc, nous en avons. Regardez, il y a des responsabilités importantes. Quand vous regardez la commune d'Agouenivé 1, ce n'est pas une des plus petites communes du Togo. C'est chez Adam Bounoukovi. Monsieur Adam Bounoukovi est le trésorier général du mouvement des jeunes unis, du bureau national du mouvement des jeunes unis. Mais il n'est plus si jeune que ça, lui. Il est dans le mouvement des jeunes unis, c'est qu'il est jeune en matière de classification politique telle que nous le faisons. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un parti qui fait la promotion des jeunes, à des postes de responsabilité, mais c'est aussi un parti qui, comme cela a été dit au Congrès, sait qu'il a besoin de cette alchimie entre les plus expérimentés, entre les plus jeunes, entre les femmes, entre les uns et les autres pour pouvoir construire quelque chose. Mais jeunes seuls ne pourront pas aller vers cette dynamique pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Et c'est ce que nous expliquons quand, effectivement, les jeunes manifestent de l'impatience, ce qui est normal, parce que c'est ce que nous attendons d'eux, qu'ils aient envie d'accéder aux responsabilités. Parce que c'est comme quand on est en train de mener une activité politique. On l'amène pour pouvoir servir son pays. Et c'est ce que nous les appelons à faire. D'accord. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure
de pose de responsabilité des jeunes, je veux faire référence aux différents gouvernements de Faure Gnassingbé. Souvent, on voit à de très rares occasions des jeunes qui accèdent, mais ces jeunes ne font pas long feu au gouvernement. Bon, maintenant, la question c'est de savoir pourquoi est-ce que le président de la République ne fait pas autant confiance à la jeunesse. Je suis plutôt surpris. La ministre secrétaire générale de la présidence est une jeune. La ministre vous voulez parler de la ministre de l'énergie. La ministre de l'énergie est une jeune. La ministre chargée de l'inclusion. Je n'ai pas dit qu'il y en a pas. J'ai dit qu'il y en a pas assez. Il y a une proportion. Quand on sait que la jeunesse, c'est quand même la majorité de la population. Non, je pense encore une fois que ce que nous avons parfois comme biais d'analyse, ou que parfois les analystes ont comme biais, à mon avis, c'est de d'abord ne s'attarder que sur des postes gouvernementaux, qui sont d'abord un certain nombre de postes qui sont limités dans tous les pays. Mais c'est là où les grandes décisions se prennent. Non, tout à fait. Mais il y a aussi la nécessité d'avoir des jeunes dans les équipes à un niveau très élevé qui sont capables de préparer les décisions les plus importantes. La direction générale, il y en a un certain nombre d'institutions qui sont dirigées par des personnes jeunes. Est-ce que ça ne ressemble pas à des seconds rôles? Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi ce ne sont pas des seconds rôles? Ce ne sont pas des seconds rôles parce que, en réalité, la mise en œuvre de l'action publique se base sur une architecture d'une équipe. Et dans cette équipe, il faut avoir du souffle, il faut avoir des personnes qui comprennent ce que vous voulez faire. Et quand vous avez des personnes qui travaillent durant un certain nombre d'années autour de vous, à un moment donné, ils accèdent naturellement aux responsabilités. Et moi, je pense que on a quand même un dispositif qui permet aux jeunes de s'exprimer. Et c'est ce que nous voyons. Il y a tellement d'institutions qui sont dans les appareils et qui sont autour des acteurs principaux de l'exécutif qui permettent de faire avancer les décisions du chef de l'État. Et du reste, au gouvernement, je pense très honnêtement que nous n'avons pas à rougir du nombre de jeunes qui sont capables d'apporter quelque chose dans ces gouvernements. D'accord. Le président Faure a déploré récemment à Séoul un des mots qui gangrène la jeunesse de la sous-région. Mais l'un de nous, toute cette polémique-là qui n'avait pas lieu, parce que quand on regarde toute la vidéo, on se rend compte de ce que c'est. Exactement. Mais la question que nous nous posons ici, c'est pourquoi à Séoul, pourquoi pas à Lomé, pourquoi pas devant les jeunes à Lomé, pourquoi pas devant les jeunes à Accra, pourquoi à Séoul? La question peut être posée dans un autre sens. Pourquoi pas à Séoul? La question, je pense que il faut, comme vous l'avez dit, pour se départir de la polémique, etc., nous nous attachons au contenu. Nous nous attachons au message. Nous nous attachons à l'intérêt qu'il y a dans ce message-là. Et je pense que les questions comme le lieu, l'auditoire, etc., on peut s'exprimer dans un cadre, comme on l'a vu, c'est un cadre de formation des jeunes, un cadre d'une structure qui a vocation à former les jeunes dans ce qu'on appelle le changement de mentalité. Et donc, dans le cadre de cette institution, moi, j'ai plutôt tendance à considérer que c'est le genre de discours qui peut être tenu. Et donc, c'est un discours qui a été tenu de manière, j'allais dire, assez pédagogique, hein, et donc assez structuré, et qui a une logique et qui aboutit à une conclusion. Et c'est un peu dommage que parfois on se soit attaché uniquement à la conclusion ou qu'on cherche à mettre en cause ce qui a été dit en prenant en compte le type d'endroit. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de s'attacher au message. Et le message, il est très clair, c'est que la jeunesse a une responsabilité importante, surtout quand on voit le potentiel démographique de notre continent. Oui. C'est une responsabilité importante, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas la jeunesse seule qui va réaliser ce potentiel-là. C'est parce que les générations qui sont avant nous vont nous aider, vont nous accompagner, vont nous donner de la confiance et vont nous donner du pouvoir, du power, comme on dit, pour que nous arrivions à réaliser notre potentiel. La jeunesse a une responsabilité importante. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République, Faure Gnassingbé, dit justement que la jeunesse de la sous-région ne réfléchit pas avant d'agir, justement parlant du terrorisme, etc. Mais on a envie de se poser la question de savoir, mais à qui les fautes? Est-ce que la faute, ce n'est pas quelque part aux différents dirigeants de ces différents pays de la sous-région qui endossent quelque part la responsabilité du sous-développement de ces zones dans lesquelles prospère justement le terrorisme?
Je pense que d'abord la phrase dire que la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest ne réfléchit pas avant d'agir, je pense que c'est un peu globalisant. Je pense que l'idée, je l'ai placé dans le contexte du terrorisme. C'est ce que je fais, c'est-à-dire c'est redire les jeunes qui s'adonnent aux actes terroristes ou qui parfois par des actes qui sont anodins, hein. Vous savez, dans la réalité du terrain, ce qui est anodin, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient vous voir, qui dit, écoute, j'ai besoin d'une puce pour appeler tel numéro, est-ce que tu peux me prêter ta puce? Et tu le fais parce que tu te dis, bon, c'est quelque chose qu'on fait comme ça. Mais c'est là où la vigilance doit s'éveiller dans l'esprit des uns et des autres. C'est ce genre de comportement qui a été mis en exergue. Mais je pense que globalement, comme vous dites, évidemment, il faut la question du sous-développement, la question du sous-développement, la question de la vulnérabilité de nos populations. Pas parler des jeunes, c'est de la vulnérabilité de nos populations. C'est une question qui est au cœur des politiques qui sont mises en œuvre. Quand nous prenons le cas de notre pays, pour ne citer que cela, quand on met en place le plan d'urgence de renforcement de la résilience des populations, c'est pour apporter une réponse à cette vulnérabilité-là, pour éviter que les populations soient confrontées, parce qu'elles sont vulnérables à des situations qui les conduisent à adhérer à des actions qui sont des actions qui ne sont pas favorables à notre pays. Donc, dans ce cadre-là, les gouvernements, les uns et les autres, dans toutes leurs capacités, et je peux le dire parce que ayant eu l'opportunité d'être au cœur de cela et aussi ayant l'opportunité d'être originaire de cette région, on voit que au cœur des actions, il y a cette nécessité de renforcer la résilience des populations. Et une action est menée un peu plus forte même que dans les autres régions pour faire en sorte que les populations soient moins vulnérables possible, les jeunes, les moins jeunes, les femmes et les hommes, etc. Parlons à présent de réseaux sociaux. Jeunesse rime naturellement avec réseaux sociaux. Et le réseau social qui est en vogue. Pas qu'au Togo, en Afrique, et le Togo n'a, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, pas échappé. Apparemment, c'est là où les jeunes trouvent beaucoup plus du boulot maintenant. Et pendant qu'en Chine, on expose l'algorithme de ces pays-là, d'un certain nombre de pays, en fonction de l'espace géographique, expose les jeunes à des choses scientifiques, des choses de développement. Chez nous ici, c'est le cul, le clash, les stupes, comme les jeunes le disent souvent. Est-ce que vous êtes conscient que c'est à cela que la jeunesse togolaise, en tout cas une bonne partie, est exposée sur les réseaux? En discutant avec les jeunes et moi-même, je pense que vous le savez, je suis assez présent sur ces réseaux-là. Les uns et les autres qui me suivent le savent. Je dis toujours, et j'invite les uns et les autres, j'ai dit si chaque semaine, dans votre émission ici, si chaque semaine vous dites, OK, je vais consacrer 2 minutes à 1 ou 2 jeunes qui diffusent du contenu positif sur TikTok au Togo, vous allez voir le nombre de jeunes qui va diffuser, qui va regarder du contenu positif au Togo va augmenter. C'est à nous de donner la manière de promouvoir ceux qui donnent du contenu positif. Il y aura toujours des personnes qui vont valoriser le contenu négatif. Mais nous autres, qu'est-ce que nous faisons pour encourager cela? Moi, je le constate quand je vais sur TikTok, je le constate. Le nombre de jeunes qui essayent de vendre leurs friperies, qui essayent de vendre leurs produits cosmétiques, leurs produits et services, leur restauration et tout. Et parfois, je reste parfois à les regarder parce que je suis admiratif du courage et de la détermination qu'ils ont. Un jeune peut ouvrir un live en train de faire ses sandwichs et de les vendre et de parler en même temps aux clients, mais tout cela sans raconter d'histoires sordides ou quoi que ce soit. C'est du travail. C'est du travail. Et je pense que nous devons former une coalition pour valoriser le contenu positif qui existe. Parce qu'il en existe du contenu positif. Justement. Et plus nous le ferons, plus l'algorithme va pouvoir nous suivre. Et donc, c'est ce que moi je pense qu'il faut faire. Je n'ai pas pour habitude, pour moi, je suis peut-être dans cet état d'esprit, je suis plutôt positif sur comment faire pour encourager ce qui est positif à mes yeux, plutôt que de passer mon énergie et mon temps à parler de ce qui est négatif. Parce qu'il y en aura toujours. Et donc, je préfère avancer avec ce qui est positif. Mais est-ce que le Togo dispose de politiques claires en matière de contrôle de contenu que les jeunes postent?
sur les réseaux? Alors, on a des règles en matière de cybersécurité. On a des règles pour encadrer, disons, la diffusion des informations sur les réseaux sociaux que vous connaissez bien, qui sont des règles qui sont dans le code pénal, qui sont dans le code de la presse qui a été diffusé, etc. Et je pense que en termes de législation, parfois, c'est toujours très difficile au niveau de la protection des droits de stigmatiser une catégorie sociale donnée. Parce que si vous stigmatisez les jeunes, ça peut bloquer, par exemple, ceux qui ont des initiatives économiques. Ça peut aussi donner un contournement où certaines personnes qui sont plus âgées se mettront devant alors que c'est des jeunes qui sont derrière. Donc, il faut évoluer, mais c'est une réflexion qui peut se faire ensemble, collectivement. Réflexion collective. Monsieur Mali Nataba, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission. J'aurais aimé qu'elle se prolonge, mais en 30 secondes, quand vous voyez tout ça, le tableau qu'on a peint tout à l'heure, est-ce que l'avenir du Togo ne vous inquiète pas lorsqu'on sait que la jeunesse est censée être la relève d'un pays? En 30 secondes. L'avenir me rend optimiste. Je crois fortement au potentiel de notre pays qui est déjà en train de se réaliser du reste. Et je crois que la jeunesse togolaise est pleine d'initiatives, pleine d'énergie, je le vois tous les jours, et est capable de retourner les montagnes et d'avancer dans la voie du progrès que trace son Excellence, Monsieur le Président de la République. Malik Nataba, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous revoir. Donc, très rapidement, je vous donne le rendez-vous pour le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse et qui bénisse le peuple togolais de la diaspora comme d'ici. Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA.